La pire fête des ronces de toute l'histoire. Les Gormes. Il faut tout d'abord que je vous parle des Gormes. Aujourd'hui, que la déesse en soit remerciée, ils ne sont plus qu'un mauvais souvenir, un prétexte pour faire peur aux lapereaux le soir venu. Mais à l'époque où vos grands-parents étaient jeunes, l'ensemble des lapins vivaient dans la crainte permanente de leur étrange cavalier, des grincements du métal en pleine nuit et de l'écho terrifiant de leur corps de guerre. Les Gormes. Personne ne connaît exactement leur origine. En revanche, ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils sont apparus pour la première fois dans le terrier du Puy de Sable, dans le nord de la province d'Enderby, à l'endroit où le fleuve Rouge se jette dans la mer. C'est là que résidait une adorable tribu de lapins des sables à la fourrure grise qui aimait la pêche, la navigation et la construction navale. Des lapins plutôt tranquilles et auxquels personne ne prêtait vraiment attention, jusqu'au jour où tout changea. Certains prétendent qu'ils ont été empoisonnés par les eaux du fleuve, d'autres qu'ils ont creusé trop loin sous terre et ont découvert une chose venimeuse et maléfique, d'autres encore que c'est l'œuvre des sorcières. Quelle qu'en soit la raison, les lapins de Puy de Sable se transformèrent du jour au lendemain en êtres ignobles et monstrueux, bien différents de ce qu'ils étaient auparavant. Les premiers changements touchèrent le terrier, au début peu, mais, un jour, de gigantesques pointes métalliques jaillirent du toit, semblables à des épines de porc-épic empoisonnées, et la terre tout autour se colora de noir, comme si elle était brûlée. Les eaux du fleuve Rouge prirent une teinte sombre et devinrent toxiques. Les animaux qui vivaient dans les bois ou dans l'eau moururent, ou furent atteints de malformations, et leur vie fut gâchée. La communauté des lapins affubla le terrier du surnom de chêne hérissé et s'en tint éloigné. Mais ce ne fut pas suffisant. Quand les anciens lapins du Puy de Sable réapparurent, ils étaient méconnaissables. Entièrement revêtus d'une armure en fer. Le fer, ce métal que les lapins jugent impossible à travailler et qui se révèle nocif même pour la déesse. Les lapins du Puy de Sable ne l'avaient pas seulement forgé, ils en étaient devenus indissociables. On aurait dit que le métal épousait leur peau, qu'il l'avait transpercée et courait dans leurs veines, leur faisant le regard vide et les yeux injectés d'un sang couleur de rouille. Et les nouveaux lapins l'employèrent aussi pour transformer leurs animaux. Les rats géants pas très futés que tous les lapins utilisent comme bêtes de somme et les cornets des bois avoisinants. Ils les métamorphosèrent en meutures lentes de harpies rouillées. Lorsqu'ils s'aventuraient hors du chêne hérissé, c'était pour dévorer et détruire. Ils se firent appeler les Gormes. Si d'aventure ils jetaient leur dévolu sur un terrier, c'en était fini de ce dernier. Ils tuaient le chef et ses fils, taillaient en pièces les soldats, puis s'emparaient de la moitié de la tribu pour la transformer en déesse séquoia. Quant à l'autre moitié, elle passait le reste de sa misérable vie à se mettre en quête de nourriture et à préparer les repas pour ses nouveaux maîtres, ignorant quelle nuit elle serait embarquée à son tour en pleurs. C'était une ère bien sombre pour la gente lapine, voilà ce que je dis. Or, c'est en ces temps révolus que vivait Potkin, le brave à l'oreille en moins. À l'époque, il n'était pas encore un héros. Il n'avait pas tué de lapins géants, ni formé de bandes de voleurs, et ne songeait même pas à sauver de jeunes lapines en détresse. Il n'était qu'un pétiot de 8 étés. Oh, il avait ses 2 oreilles. Potkin était le fils de Lopkin, le chef du terrier de Mumbury, ce qui signifiait qu'un jour, il serait chef à son tour, comme l'avait été le père de son père et son père, et ainsi de suite en remontant très loin en arrière jusqu'au jour où la déesse avait créé les 12 tribus. À 8 ans, la perspective lui semblait lointaine, et il en était ravi. Il avait une grande sœur, Paz, qui aimait bien lui donner des ordres, et un adorable petit frère, Puck, qui ne faisait pas grand-chose à part mâcher ce qui lui tombait sous la patte et réclamer de la soupe. On pourrait penser que, dès son plus jeune âge, Potkin aurait montré des signes d'héroïsme. Habileté à l'épée, peut-être. Bravoure, courage, sagesse, détermination, et on se tromperait. Au contraire, il était sans doute le fils de chef le plus paresseux et le plus gâté des 5 royaumes. Du moins, il l'était jusqu'au début de cette histoire. Son père s'efforçait de le préparer aux fonctions de chef par des cours d'histoire, de coutumes lapines, de tactiques militaires, mais Potkin prenait un malin plaisir à ne pas y assister. Rêvasser et somnoler étaient ses 2 seules activités, et, pour être franc, il excellait dans les 2. Il désespérait ses précepteurs, en particulier ce pauvre Melfry, le maître d'armes, qui avait renoncé 3 fois, sinon plus, à lui enseigner quoi que ce soit. Le jeune lapin ne trouvait aucun intérêt à faire ce qu'on attendait de lui. Or, par un réveillon de la fête des ronces, un peu comme ce soir, Potkin, le brave à l'oreille en moins, même si, en théorie, il était encore Potkin, le brave aux 2 oreilles, jouait sur le balcon en bois qui courait tout autour de la galerie centrale de Mumbury. Il poussait un petit chariot en mangeant un bout de pain de maïs qu'il avait chippé
et pensait au lapin de décembre qui allait passer pendant la nuit, avec si possible un sac bourré de cadeaux. Recevrait-il les petits soldats de bois qu'il avait commandés? Ou bien l'épée et le bouclier de déguisement? À moins qu'il soit à nouveau déçu comme l'an passé en découvrant la tunique en laine mal tricotée qui lui était destinée. « Qu'est-ce que tu fais là-haut, Pod ?» Sa sœur était montée sans bruit, et le regardait d'un air furieux. Puck, leur petit frère, blotti contre elle, croquait une carotte. « Maman m'a demandé de venir te chercher. C'est bientôt l'heure de la soupe au navet et du quadrille des ronces. Tu dois être présent. Tu es censé être le prochain chef. » Paz en avait gros sur le cœur de savoir qu'elle ne dirigerait jamais le terrier, même si elle était l'aînée. Mais, juste ou non, la tradition voulait que ce soit le premier fils qui prenne la suite. Podkin bâilla ostensiblement. Le quadrille des ronces, passionnant. Il lui prit Puck des pattes et lui chatouilla le ventre. Le brouhaha des réjouissances qui se déroulait dans la salle en dessous parvenait à ses oreilles, mais il n'avait pas la moindre envie d'y participer. « Écarte-toi que je me précipite dans l'escalier pour aller me pavaner telle une bête de concours. »« Si tu ne descends pas, tu vas te faire sonner les cloches, » le prévint Paz. « Tu sais seulement de quelle étoffe un chef est fait ? Personne ne voudra suivre un seigneur qui passe son temps à chatouiller son petit frère, à jouer dans les recoins sombres et à rêvasser. » Podkin soupira et secoua ses oreilles. « Tu es jalouse parce que tu penses que tu ferais un meilleur chef que moi. »« Et ce n'est pas vrai, peut-être. C'est évident pour tout le monde, » répliqua-t-elle en énumérant sur ses doigts. « Je suis l'aîné, j'obéis à père et à mère, j'assiste à tous mes cours au lieu de me cacher dans les prés pour cueillir des marguerites comme une grosse larve décérébrée que tu es. Si le monde était plus juste, les filles auraient le droit de devenir chef à la place de sales gosses comme toi qui ne le méritent pas. » Podkin s'apprêtait à bondir sur sa sœur pour lui tirer les oreilles quand le corps du terrier retentit. Les lapereaux se précipitèrent au bord du balcon pour voir ce qui se passait. Des soldats s'emparaient de leurs lances et de leurs boucliers. Des petits étaient regroupés à l'écart, et leur père, le chef Lopkin, s'avançait à grands pas vers le hall d'entrée, son arme à la patte, un glaive d'argent que tout le monde croyait magique. « Lapin décembre !» criait Puck en se tortillant pour se dégager. « Ce n'est pas le lapin de décembre, Puck, » dit Podkin, la dispute avec Paz oubliée. « On dirait plutôt des problèmes. Et les problèmes ne déposent pas de canaux la nuit dans les terriers. » Ils entendirent les murmures effrayés de la foule dans la salle en contrebas. Un cavalier seul. Puis, un cavalier en armure, une armure en fer. Et enfin, ce sont les gormes sont là. Ce dernier cri provoqua une panique générale. Podkin vit son père crier, mais sa voix fut noyée sous le tumulte. Tous les lapins du terrier étaient terrifiés, affolés. Il était temps que le chef intervienne et donne ses consignes. Son père prit une profonde inspiration et hurla « Silence !» Dans la galerie centrale, tout le monde se figea. Des centaines d'yeux apeurés se tournèrent vers Lopkin, qui se trouvait au centre de la couille, son glaive d'argent magique bien visible. Il laissa le silence planer quelques secondes, puis il prit la parole d'une voix aussi calme que possible. « Un cavalier en vue, exact. Un gorme, exact. Mais il est seul, il tient un drapeau blanc en signe de paix. Nous allons le laisser entrer et lui demander ce qu'il veut. » Le bruit de l'imposante porte d'entrée qui s'ouvrait résonna dans tout le terrier. Dans la galerie centrale, les lapins se plaquèrent contre les murs. On brandit des lances, on retint sa respiration. Une créature traversait le hall d'entrée. « Ça va bien se passer, Paz ?» chuchota Podkin. Avec sa haute stature et la puissance qu'il dégageait, son père avait toujours fait son admiration. Il lui semblait invincible, du moins jusqu'à ce jour. « Je ne sais pas, Pod, » répondit Paz. « Père a son glaive. » Ce qu'il lut dans le regard de sa sœur suffit à le terroriser, pour la toute première fois de sa courte vie. Le chef Lopkin prononça les paroles de bienvenue traditionnelles en direction de l'obscurité du tunnel. « Entre, étranger, et sois le bienvenu en ce réveillon de la fête des ronces. » Clank, strich. Un grincement suivi du martèlement de grosses bottes en cuir. Le cavalier était manifestement descendu de la monture qu'il avait amenée à Mumbury et faisait son entrée dans le terrier à pattes. 150 lapins terrifiés retinrent leur respiration. Clank, scrish. Puck se mit à gémir. Une forme émergeait du tunnel. En ricochant sur le visiteur, la lumière des torches du hall d'entrée projetait des lueurs métalliques orangées. « Entre !» répéta Lopkin. « Nous ne te voulons aucun mal. » Dans un grincement final, la silhouette bondit hors du tunnel et atterrit au milieu du cercle des soldats. Les lapins connaissaient tous les histoires à vous glacer le sang qui courait sur les gormes. Mais la réalité était pire. Le gorme n'était plus un lapin. En admettant même qu'il ait été un jour,
Il s'était transformé en un être différent. Un bloc de métal et de chair monté sur pattes, percé de pointes rouillées et de clous. Son armure, formée de multiples écailles de fer tordues, était mangée par la rouille et maculée de gouttes d'une substance rouge qui faisait bigrement penser à du sang. Il avait la tête entièrement couverte d'un casque sur lequel se dressaient des piques agressives en forme de tesson et des cornes en métal recourbées qui frôlaient le plafond. Podkin avait si peur qu'il était près de pleurer. Le pire dans l'accoutrement de la chose était son épée à la lame déchiquetée, et aussi les crânes de lapins de toute taille, certains de lapereaux accrochés à sa ceinture, des crânes recouverts d'inscriptions semblables à des runes maléfiques. Le lapin Gorm balaya du regard les habitants du terrier, puis il s'arrêta sur Lopkin lui-même. « Je n'ai que faire de tes paroles de bienvenue, » dit la voix grave qui résonna à l'intérieur de la coque de fer, une voix glaciale de tueur. « Je suis venu pour m'emparer de ton terrier et de ton glaive magique. » Aussitôt, toutes les lances pointèrent vers l'intrus en armure. Le Gorm inclina légèrement la tête de côté, comme par curiosité, puis se pencha en avant pour frapper 3 fois le sol de son épée. Un grondement retentit des profondeurs du terrier. Les fondations de la galerie centrale se mirent à trembler, les parois à se fendre, certaines à s'écrouler. Les lapins de Mumberry reculèrent pour éviter les mottes de terre qui jaillissaient du sol, brisant au passage le dallage et renversant bancs et tables. Des entrailles de la terre, des gormes en armure surgirent au milieu de nuages de poussière. Ils crevèrent la surface en déversant des flots de boue qui ruisselaient de leurs épaules, hérissés de pointes métalliques, devant les lapins de Mumberry muets d'horreur. 5, 10, 15 et plus, tous entièrement revêtus de la même armure rouillée, couverte d'écailles acérées, une hache ou une épée à la patte. « Désormais, ce terrier est le nôtre, » dit le premier Gorm d'une voix aussi grinçante que sa tenue de fer. « Et nous tuerons quiconque osera penser le contraire. Ainsi en a décidé le chef de tous les Gorms. »« Scramachank » s'exclama Lopkin. Le nom du seigneur des Gorms était connu et redouté de tous les lapins. Lopkin brandit son glaive d'argent et se mit en position de combat. « Scramachank, laisse mon peuple en dehors de cela et réglons cette affaire tous les deux. »« Ce n'est plus ton peuple, » répliqua Scramachank en éclatant de rire, comme si tout cela n'était qu'une vaste farce destinée à égayer le réveillon de la fête des ronces. « Désormais, tes sujets sont des Gorms, ou le seront bientôt, une fois que tu seras mort. » Dans un éclair métallique, Scramachank souleva son épée au-dessus de sa tête avant de la battre en vue de fendre Lopkin en deux. Le chef brandit son glaive d'argent juste à temps et un clang assourdissant se fit entendre lorsque les 2 lames s'entrechoquèrent, projetant des étincelles dans toute la galerie. « Père !» s'écrièrent en même temps Podkin et Paz, tandis que Puck se mettait à hurler. Les lapereaux eurent à peine le temps de voir Lopkin lever les yeux vers eux. Scramachank soulevait son épée pour frapper à nouveau, que quelqu'un les tirait en arrière. Ils poussèrent un hurlement, sûrs de découvrir un Gorm derrière eux. Mais ce n'était que leur tante, Olwyn. La fourrure autour de ses yeux était mouillée de larmes, mais son regard était déterminé. « Suivez-moi, » dit-elle en les entraînant vers l'escalier. « Mais père » commença Podkin. « Ne t'occupe pas de lui. Il se débrouillera, » répondit-elle en les faisant descendre. « Pour l'instant, vous devez venir avec moi, avant que les Gorms ne s'en prennent à vous aussi. » Il aurait été vain de lui résister. Alors, en dépit des cris et des bruits des armes qui emplissaient la galerie centrale, les lapereaux coururent sur les pas de leur tante à travers le dédale des tunnels de Mumberry. Après quelques détours, ils arrivèrent très vite devant la porte de la chambre de leurs parents. « Entrez là !» chuchota tante Olwyn en les poussant à l'intérieur avant de bloquer la porte contre toute intrusion. Puis elle fouilla en vitesse sous le lit. « Mais que faites-vous, tante Olwyn ? Il faut retourner dans la galerie centrale et des pères !»« C'est inutile désormais, il sera bientôt en terre de l'au-delà, que la déesse lui vienne en aide, » murmura-t-elle en se relevant. Elle tenait un objet long et étroit, enveloppé dans un morceau de tissu qu'elle s'empressa de fourrer dans les pattes de Podkin. « Ton père m'a demandé de te remettre ceci si d'aventure il lui arrivait malheur, et votre mère de vous conduire ici au cas où le terrier tomberait. »« Dans leur chambre ?» s'étonna Paz en regardant sa tante comme si elle avait soudain perdu la tête. Podkin glissa un œil sous le morceau de tissu et découvrit une vieille dague en cuivre sans intérêt à la lame émoussée, un museau grossièrement gravé sur le manche. « Un tunnel secret part de cette pièce, » expliqua tante Olwyn. Elle tira alors sur un des montants du lit et une petite porte s'ouvrit lentement dans le mur. Puis elle embrassa rapidement les 3 lapereaux sur le front. « Partez, maintenant !» dit-elle.
Sortez du tunnel et courez aussi vite que vous le pourrez jusqu'au terrier d'eau rouge, où vous demanderez de l'aide. Ne revenez jamais ici, jamais. Et vous, et mère demanda Potkin. Ne vous inquiétez pas pour nous, nous nous en sortirons. Et sinon, nous nous reverrons en terre de l'au-delà. N'oubliez jamais les enfants, vos parents vous aiment plus que tout. Sur ces mots, elle les poussa dans le tunnel et referma la porte derrière eux avant qu'ils aient le temps de réagir.